Alors, allons-y. L'influence des sources secondaires sur le geste et la gestion du combat. Tout de suite. Alors, qui rapidement, qui je suis qui je suis, quelle légitimité j'ai, et qu'est-ce que j'ai à présenter, qu'est-ce que j'ai à dire. Diplôme, je n'ai aucune formation universitaire. C'est pas pour me flageller que je vous précise, mais c'est pour induire le fait que je n'ai pas de notion en histoire, je n'ai pas de base en histoire. Donc rien qu'au niveau du vocabulaire, des termes et des concepts, il y a peut-être certaines notions que je ne vais pas réussir à vous rendre, ou certaines logiques de travail, le schéma universitaire, je ne vais pas réussir à vous restituer. C'est des choses que je n'ai pas appris, donc c'est pour ça que je tiens à préciser que je n'ai pas... les MHE, j'ai commencé en 2014 sur le tas, je voulais en faire, j'avais pas de club chez moi, j'ai monté mon club. Donc c'est assez récent pour moi. Depuis 2016, j'ai commencé à donner quelques stages. Et sinon, je suis un petit peu impliqué dans la fédération pour la commission Palace et pour la commission Recherche, Histoire et Patrimoine. Ça vous parle? Vous savez ce que c'est? Vous voyez un petit peu? Renseignez-vous, c'est bien, il se passe plein de choses. C'est un rapport avec Stéphane Bern ou... Pas encore. Oui, ça peut venir, on ne sait jamais. C'était gratuit ça. Et mon travail principal, c'est du référencement, la compilation du référencement. Et le sujet, le thème de ma conférence, ça va porter sur ce que je fais principalement, sur du contenu que depuis 3 ans, je compile, je référence. Tac. Pour moi, ça c'est important dans la logique scientifique de notre démarche, comprendre les influences et les défauts de regard qu'on peut avoir sur ce qu'on fait, à quel point on peut être influencé et comprendre les limites, comprendre les défauts qu'on naturellement on peut avoir, on peut induire dans notre travail. Avoir un regard critique sur nos sources, sur ce qu'on en fait, mais sur soi-même, sur qui on est, sur ses capacités et sur ce qu'on induit. Par exemple, si on a fait des arts martiaux asiatiques avant, forcément, on est dans une logique, on connaît un schéma qu'on peut répéter sans se rendre compte qu'on répète un schéma qu'on connaît déjà. Et donc, on peut induire les choses. Comme quand dans nos recherches scientifiques, dans une démarche scientifique, on peut créer un formulaire, un questionnaire qui induit les réponses, par exemple. Ça, c'est à prendre en compte. Qu'est-ce qu'on peut induire, voilà. Quelles sont les influences et les biais qui peuvent tronquer et qui peuvent influencer sur ce qu'on a proposé. Absence d'études supérieures, ce que je vous ai dit. Je peux avoir des propos qui sont je peux commettre des erreurs dues à mon manque de base et de notions historiques. C'est ma première conférence, donc je peux être amené à dire des bêtises. Je fais beaucoup de référencement et de compilation, comme je le dis, principalement. Je n'ai pas creusé une source assez profondément pour en maîtriser une. Par contre, je fais beaucoup de référencement, donc j'ai des notions vagues sur beaucoup de choses. J'ai un spectre large sur ce dont je suis capable de parler, mais c'est un spectre large. Donc si je commence à aborder un sujet, par exemple le A33, je n'ai pas autant de qualifications que quelqu'un qui connaît le sujet, qui l'a creusé, qui l'a approfondi. Donc je peux être amené à dire des bêtises sur ce sujet. Et des éléments reposant sur ma compréhension et mon analyse personnelle des sources. Ça fait pas très longtemps que j'en fais, et forcément j'analyse et je comprends les choses par rapport à mon passif, par rapport aux éléments que j'ai. Ça peut évoluer, et donc je peux commettre des erreurs. Ce que je vous propose, je vais aborder pas mal de choses. Si vous rencontrez une erreur sur mes propos, je vous propose, on ne m'interrompt pas sur le coup, j'ai pas mal de trucs à proposer, et surtout c'est mon schéma de réflexion, moi, qui est plus important que le contenu. Je vous propose qu'après on se retrouve, on en discute, je vous dis pourquoi j'avance ça, comment je le comprends, à quelle source j'ai
pour avancer ça, et on ne fait pas ça pendant la conférence, on essaie de faire ça après. Ok. Alors, pourquoi s'intéresser aux sources secondaires? J'ai commencé les AMHE il y a 3 ans, et j'ai un esprit assez curieux. Et dès qu'on va parler des sources, dès que j'ai été jeter un œil sur les sources, tout d'abord, moi, les sources, elles me questionnent, elles m'intriguent. Je vois des choses et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a un sens? Pourquoi je vois ça? La première fois que j'ai vu une planche du 1.33, pour moi, d'éclair avec une épée, tout de suite, ça me choque, ça me heurte. Est-ce que le clerc a le droit de porter une épée? Est-ce qu'il a le droit que pour enseigner sa pratique? Est-ce qu'il peut se balader avec une épée? Est-ce qu'il a le droit de tuer avec son épée? Ça m'interroge. Taloffer, une femme qui se bat contre un homme, l'homme dans un trou. La situation est intrigante, un homme dans un trou pour un duel, c'est particulier, et une femme contre un homme. Là aussi, tout de suite, moi, ça m'interroge. Dans ma conception, dans mes a priori que j'avais sur le Moyen-Âge, est-ce qu'une femme peut défier un homme, peut demander réparation? Dans quel cas? Qu'est-ce qu'il a fait? Pour ce sujet-là, je vous renvoie à la conférence Frédéric Cesneau qui a ciblé cette pratique sur une région de l'Allemagne précise. Ouais, pas quelque chose... on a quelques autres, mais... C'était pas quelque chose de très répandu. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à trouver des références là-dessus. C'était quelque chose de très localisé, il n'y a pas eu beaucoup d'écrits. Par contre, sur le 1.33, rapidement, ça m'intrigue, je cherche. Je vais faire fouiller sur Internet. Qu'est-ce que je trouve? On trouve, depuis Clément V, les ecclésiastiques n'encourent aucune irrégularité lorsque, pour sauver leur vie, ils utilisent ou ils tuent, ils utilisent une épée ou ils tuent leurs agresseurs. On arrive dans des textes de loi, on trouve des textes de loi qui parlent du droit de porter les armes pour les ecclésiastiques. Dans des situations particulières, ils peuvent faire une demande spéciale de port d'armes pour parcourir une certaine distance, pour protéger leur vie sur le chemin. Donc c'était pas un droit qu'ils avaient pour la vie de tous les jours. On pouvait faire une demande et exceptionnellement, on avait le droit de porter les armes pour protéger sa vie. Donc la source m'interroge, je vais creuser pour savoir ce qu'il en est, est-ce qu'ils avaient le droit de porter des épées. Et là où dans ma pratique de combat ça m'interroge, c'est que tout de suite, je me crée une situation, une situation d'opposition. Qu'est-ce que propose le manuscrit? Est-ce que le manuscrit montre une self-défense, des techniques qui servent à se défendre sur le chemin, ou est-ce que c'est simplement un jeu, une escrime d'école, des choses comme ça? C'est pour ça que j'ai besoin d'aller creuser plus loin pour savoir le cadre d'application. On va y venir, mais le cadre d'application de mon manuel. Pareil, celle qu'on voit ici, c'est un décalage dans l'entraînement, dans l'entraînement que peut avoir un policier face à quelqu'un dans la rue. Le policier peut être entraîné et l'homme de la rue n'avoir pas reçu d'enseignement du combat. Donc on est sur un déséquilibre, on n'est pas du tout sur un combat en miroir où les deux ont le même passif, ont le même entraînement, ont le même savoir. Et les deux aussi ne vont pas forcément se permettre les mêmes actions. Quelqu'un qui représente la loi, il y a certaines choses qu'il n'a pas le droit de faire. Quelqu'un qui ne souhaite pas respecter la loi peut se permettre de faire ce qu'il a envie de faire. Alors, donc, ma source m'interroge. C'est pour ça que j'ai besoin d'aller creuser, d'aller voir dans ces sources secondaires à quoi j'ai affaire. Ensuite, pourquoi s'intéresser aux sources secondaires? Parce que ma source peut être limitée dans l'information qu'elle a à me donner. Quelles sont les règles de la pratique, les besoins techniques, quels entraînements ont les personnes. Les manuels d'épée longue, pas mal de manuels d'épée longue,
n'explique pas, le cadre d'application n'explique pas les règles pour jouer avec l'épée longue. Clairement, c'est un ensemble de techniques, c'est un catalogue de techniques. Seulement quand on veut prendre un copain puis jouer avec, qu'est-ce qu'on se permet de faire, qu'est-ce qu'on se permet pas de faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut simplement se parer et essayer d'appliquer les techniques qu'on trouve dans un catalogue, mais si on compte les points, si on fait des choses comme ça, c'est des apports modernes qu'on a. Donc mon manuel ne me donne pas toutes les informations pour avoir une pratique historique. J'ai besoin d'aller creuser plus loin. Quelle est la finalité des techniques aussi? La finalité des techniques, on trouve des techniques qui vont jusqu'à l'amener au sol. Je le fais tomber au sol. Seulement, est-ce que le poursuivre, sortir sa dague et lui crever les yeux, est-ce qu'on est toujours dans une pratique historique? À quel moment ça s'arrête? Est-ce qu'on est sur un jeu et le faire tomber met fin au combat, ou est-ce qu'il y a d'autres choses derrière? Donc pour comprendre les finalités du combat, il faut que j'aille creuser un peu plus loin que ma source. Et pareil sur l'entraînement. Tout à l'heure je parlais d'a priori. Souvent quand on cause avec les gens, ils nous répondent oui mais les gars à l'époque ils étaient hyper costauds donc ils pouvaient faire. Ah mais ils étaient costauds alors ils pouvaient faire ça. Ils étaient costauds, ils pouvaient faire ça. Au bout d'un moment, là on est sur de l'a priori, qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire? Est-ce qu'ils avaient un entraînement qui leur permettait de faire des choses que nous, on ne peut pas faire? Ça aussi, dans les sources secondaires, j'ai l'information, je peux aller la chercher. Qu'est-ce qu'ils étaient capables de supporter en armure? Combien de temps ils étaient capables de combattre? Des choses comme ça, je peux trouver, je peux avoir des informations. La critique de la source aussi dans son besoin technique. J'ai mis cette planche de l'Eleatoria exprès parce que moi, elle m'a intrigué à partir du moment où j'ai essayé. On voit le personnage à gauche qui propose une ouverture sous l'aisselle. Je propose une ouverture et j'appelle une attaque. À quel point c'est une technique de combat, une application de technique de combat, ou à quel point c'est une proposition pédagogique qui permet de comprendre les principes d'ouverture. Quand j'ai commencé à tester Gladiatoria, je n'ai pas fait très longtemps, mais j'en ai fait quelques semaines, je suis arrivé très vite sur une prise de croix. Et toutes les techniques se passent sur une prise de croix au niveau d'un liage et au niveau des axes. On avance comme ça, on essaie de s'enferrer, en protégeant ses ouvertures, forcément, pour gagner sur l'autre. Et toutes les techniques se passent, quel angle j'ai par rapport à sa croix, comment je me trouve par rapport à sa croix. Et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que moi, si j'avais à le mettre sur papier, les possibilités techniques, j'aurais besoin de réussir à expliquer aux gens que, suivant, si moi, par rapport à la croix et à son corps, la croix est là et que je vois une ouverture ici, je vais ici. Et donc, décrire cette croix dans l'espace par rapport à nos corps, pour moi, c'est très compliqué. Par rapport à l'ouverture que je vois en face de moi et par rapport à mes axes, décrire ça dans l'espace, mettre ça sur du papier et le faire comprendre, c'est hyper complexe. Par contre, passer par des situations pédagogiques qui font que s'il m'attaque ici et que je prends, la croix va se trouver exactement où je veux dans l'espace et donc l'ouverture que je verrai sera la bonne. C'est beaucoup plus simple pour moi de créer des situations pédagogiques pour faire prendre conscience aux combattants des ouvertures. Donc, moi, ça m'interroge à quel point dans le manuel, on voit des réelles techniques de combat qui ont été appliquées ou à quel point on voit des situations pédagogiques permettant de comprendre une pratique. En allant voir mes sources secondaires, en allant voir les récits sur les combats qui ont eu lieu, est-ce que je vais retrouver ça ou est-ce que je vais retrouver du combat, les aisselles fermées et on avance ici, on se prend un petit peu. Touche le... Et à quel point le cadre d'application du combat, est-ce qu'on est sur une self-défense
Est-ce qu'on est sur un jeu? Est-ce qu'on est sur une escrime d'école? Une pratique de l'art pour l'art? Est-ce qu'on est sur un sport? Est-ce qu'on est sur simplement une rixe d'homme ivre? Combat de taverne, quelque chose comme ça? Le but qu'on va rechercher et ce qu'on va techniquement se permettre de faire va être très différent suivant la situation. Donc comprendre la situation dans laquelle on est, dans laquelle évolue notre source, comprendre à quoi on a affaire, nous montre le champ des possibles gestuels, nous montre le champ des possibles techniques. Et qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire en combat ou pas. C'est là que, quand je prends un copain et quand on fait de l'assaut, quand on fait du sparring, je vais me permettre de faire certaines choses parce que c'est cohérent avec ma source. Si on est sur un sport, si on est sur un jeu, et que je suis censé restituer cet art-là, si je joue avec mon copain, que je l'emmène au sol et que je lui écrase le masque et tout, à ce moment-là, ce que je propose, ce que je restitue, c'est plus du tout l'art historique qui est ma source, c'est mon désir moderne de pratiquer certaines techniques, finalement. On n'est plus du tout dans les arts martiaux historiques. Les sources principalement secondaires aussi. Pourquoi aller voir les sources secondaires? Parce qu'on a tout un tas de sources principalement secondaires. Le pugilat grec antique, il y a beaucoup de choses là-dessus. Il y a beaucoup de choses. Des formes de lutte où la seule trace qu'on ait de cet art-là, il n'y a jamais eu de manuel qui a été fait là-dessus, la seule trace qu'on ait de ces arts-là, ce sont l'iconographie. Compilation iconographique. On voit des scènes, on n'a pas de texte, on n'a pas de contexte, on ne connaît pas les règles, simplement on sait qu'il y a eu des choses comme ça. La défense dans l'eau, le combat dans l'eau, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la self-défense dans l'eau? Il n'y a pas de manuel, mais il y a beaucoup d'évocations, de choses comme ça. Les gens qui travaillent sur du viking, ils ont dû en entendre parler ce matin. Quelles sont les sources sur du viking, à partir de quoi on peut travailler? On n'a pas de manuel. Et le couteau. J'ai pas mal potassé le couteau. Clairement, le couteau, niveau manuel, on n'a pas grand-chose. C'est très pauvre. Par contre, dès qu'on commence à gratter un petit peu, on se rend compte qu'il y a une très longue tradition du couteau. Le couteau, ça a été beaucoup employé par les classes populaires, seulement ils n'ont pas pris la peine de faire des manuels et d'écrire sur leur pratique. Il y a une grosse tradition du couteau qui n'existe que dans les sources secondaires. Invalider certaines techniques. Là, on rentre sur ce que je vous disais, sur la restitution de notre pratique, sur la restitution de notre art. Qu'est-ce que je peux me permettre de faire quand je spare avec mon copain? La première expérience que j'ai des IMHE, c'est un atelier de Rob. Il est là aujourd'hui, je suis content de pouvoir lui dire que ma première expérience, c'est un atelier donné par lui, et aujourd'hui, j'ai donné un atelier, donc je suis assez content de pouvoir lui dire ça. Il présentait de la rapière et dague, et il nous expliquait, en sparring, moi, j'arrive à une distance correcte où je peux utiliser ma dague et rentrer sous ses côtes, comme ça. Il me dit non, c'est un geste technique qui est possible, qui fonctionne, mais qu'on ne fait pas. Dans le cadre culturel de l'époque, on ne peut pas appliquer ce geste, on ne peut pas frapper sous les côtes de quelqu'un, on ne peut pas le poignarder comme ça, c'est un geste d'assassinat. Quand on est un noble et quand on est dans un duel d'honneur, il y a certaines choses qu'on ne fait pas, parce que c'est déshonorant ou culturellement ça ne se fait pas. Donc, avoir ces informations-là font que quand je trouve un copain, quand je joue avec lui, quand on rentre dans un sparring, je ne permets pas de le faire. Je restreins. J'invalide certaines techniques qui sont... Je peux les placer, mon équipement me permet de les placer, parce que ce combat me permet de les placer, mais je ne les fais pas. Peut-on saisir et lutter? Quand on regarde le Taloffer, on voit les planches où ils sont recouverts de cuir. Ils ont ces massues et ces boucliers parfois. Même chose, en essayant, je pourrais venir saisir le copain puis lui taper dessus. En allant voir les sources secondaires, on se rend compte que les tenues en cuir étaient cousues à même la peau et étaient graissées dans le but d'empêcher la saisie justement. Donc nous, on pratique en veste comme ça.
Si on restitue une pratique comme ça, on peut très bien aller saisir le copain. Seulement, quand on sait que le contexte ne permet pas de le faire, je restreins mes possibilités techniques en sparring et je ne les fais pas. Les contraintes mécaniques liées aux vêtements, ça on en parle souvent. Qu'est-ce que je peux me permettre de faire? Avec ma tenue de sport, je peux faire pas mal de choses. Seulement, j'ai besoin de m'interroger sur qu'est-ce que mon vêtement historique ne me permet de faire, ne me permet pas de faire. Au niveau de la touche aussi, au niveau du couteau, tout à l'heure au niveau de l'épée tranchante, les gars en ont parlé, des vêtements assez épais peut retenir certains coups, peut retenir certaines entailles, peut faire que le coup qu'on pense naturellement hyper tranchant peut s'arrêter sur certains vêtements. Pour le couteau au 19e siècle, de la même façon, les vestes assez épaisses peuvent retenir, certains textes en parlent, disent préférer les stocks parce que sur des vestes assez épais, la tranche ne sert pas grand chose. Si la lame n'est pas lourde et forte, on passe pas à travers. Donc, quand je spare avec mon copain, à quel point je pense et je compte que ma touche est incapacitante pour lui. Je dis, ah, je t'ai touché, c'est bon. Contextuellement, c'est pas grand chose. Et quel niveau de violence est acceptable aussi. Après, on est un peu sur la première, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire? Est-ce que aller lutter avec mon copain au sol, dans l'escrime que je suis censé restituer, issu de mon manuel, à quel point c'est acceptable? Donc c'est le questionnement qu'on doit avoir pour moi, c'est le questionnement qu'on doit avoir à partir de notre source. On a notre source, qu'est-ce qu'on peut faire, et quand on restitue notre source, quand on spar, quand on restitue notre source, qu'est-ce qu'on se permet de faire? Est-ce que le sparring qu'on rend après l'étude de notre source est acceptable et à quel point est-elle historique? Alors, les sources secondaires. Une petite liste comme ça, l'objet archéologique, de l'iconographie. J'ai repris ça en termes de Fabrice l'année dernière. Des actes judiciaires, des chroniques. L'objet archéologique, simplement l'objet, l'arme en plus. On a vu tout à l'heure la problématique de l'arme tranchante et à quel point l'objet peut nous donner des informations et modifier notre compréhension des techniques. À quel point avoir un objet plus proche de la réalité de la pratique, autre que nos simulateurs non tranchants et sécurisés, change totalement notre optique et nous donne des clés de compréhension de notre manuel. Ça aussi, c'est ces informations secondaires qu'on a besoin de connaître, pour comprendre ce qu'on fait. Vidéo, j'ai mis vidéo aussi. Ceux qui travaillent sur du médiéval, mais sur la période AMHE, il y a très peu de vidéos qui sont vraiment intéressantes. Par contre, pour les gens qui travaillent sur de la boxe, sur de la canne, choses comme ça, la vidéo est hyper intéressante. Le peu qu'on en ait, elle est hyper intéressante. J'en ai fait l'expérience. J'ai pris ma source de boxe française. J'ai commencé à travailler sur une source de boxe française. Et j'en avais une image assez précise. Pour moi, on était sur des gestes simples. Et je la restituais d'une certaine façon. Et je travaillais ma boxe sur 4 faces. Le jour où j'ai vu une vidéo montrant cette boxe sur 4 faces, c'était pas mon geste qui était erroné. C'était le rythme et l'intention qui étaient erronés. J'étais sur quelque chose de très dur. Moi, je pensais combat, donc je restituais ça très crispé en donnant des gros coups. Et quand je vois la pratique réelle en vidéo, ils sont sur quelque chose de très sautillant, très explosif et très... Seulement, l'intensité et le rythme, c'est des choses qui sont difficilement possibles de mettre par écrit. La vidéo, moi, m'a montré que je m'en trompais totalement. Pas sur mon geste, mais sur la façon dont c'était pratiqué. On pourrait retrouver la même chose en allant voir les chroniques de combat, par exemple, qui nous donnent des détails précis sur les combats qui ont eu lieu. Et on se rendrait compte de l'intensité du combat et du rythme des combats.
cas concret, le jeu de la hache et le pas d'armes. Comparatif entre le manuscrit français de 1996 et les chroniques de pas d'armes. Ma source, si je me contente d'étudier le MS français de 1996, déjà, on voit que le manuel n'est pas terminé et j'ai pas le dessin qui va avec le texte. Il y a largement un trou ici. Il n'y a aucune illustration dans cet ouvrage. Si je me contente de ça, déjà il manque un certain nombre d'informations. Ensuite, le contexte. Les règles du jeu. C'est le jeu de la hache. Quand on lit un petit peu, on comprend qu'on n'est pas sur du duel. On comprend qu'on n'est pas sur quelque chose à mort, sur du sang, mais on n'a pas le détail, de ce qui se passe. Donc, en allant voir les chroniques de Jacques Delalin, par exemple, ou des chroniques qui nous ont été laissées par Olivier de la Marche, on a tout un tas de renseignements complémentaires qui nous permettent de mieux comprendre dans quel contexte est appliqué le jeu de la hache. Le comportement du matériel. On trouve beaucoup de détails sur comment se comporte l'armure, comment se comporte la hache et qu'est-ce qui se passe quand on y va plein pot. Un truc qui est souvent recherché même, stratégiquement qui est recherché, c'est enferrer l'autre avec la pointe de la hache. Lui taper tellement fort dans la visière que la dague de la hache se plante dans la visière. Quelque chose qui est recherché, qui nous, en restituant et en se parant entre nous, on n'ira jamais jusqu'à là, on n'ira jamais jusqu'à se taper si fort sur la tête qu'on voit comment réagissent les armes. Le fait que la déformation des armures pendant le combat. Sur certaines techniques, les armures se déforment. On arrête le combat, la personne va faire redresser son armure et on reprend après. Ça, quand on essaye, on n'a pas le détail. La finalité et les règles. Comment j'aborde mon combat au jeu de la hache sans connaître les règles? Comment je vais aborder mon combat? Comment je vais savoir comment gagner? Simplement, je lui place une technique, j'ai gagné, j'ai marqué un point. En fait, le texte, les chroniques nous disent que ça ne se passait pas comme ça. Notre vision moderne a du mal d'ailleurs à comprendre et à accepter cette chose-là. Au jeu de la hache, on ne compte pas les points. On se met d'accord sur un nombre de coups à s'échanger avant le combat. On sait qu'on va se battre avec telle arme. On se dit, on va s'échanger 15 coups. Enfin, j'ai envie de te mettre 15 coups, est-ce que tu es d'accord pour qu'on se mette 15 coups de hache? Oui, on va se mettre 15 coups de hache. Au bout des 15 coups de hache, il n'y a pas de vainqueur désigné. On s'est mis 15 coups de hache, on a été valeureux. C'est très bien, merci mon ami, on sort. Cependant, les règles nous disent le combat peut se terminer prématurément et on peut gagner le combat en désarmant, en mettant au sol ou en faisant sortir de la lice. Dans le jeu de la hache, on ne nous le dit pas ça. On ne nous dit pas comment gagner. Donc si simplement je me contente de restituer en sparring mon jeu de la hache, stratégiquement, je n'essaierai pas de désarmer, je n'essaierai pas d'emmener au sol, je n'essaierai pas de faire basculer en dehors du terrain. La problématique aussi, c'est la prise en compte du terrain. Nous, on joue dans des espaces libres et larges. Le terrain et les tailles du terrain, on a besoin de les prendre en compte pour se rendre compte du réel fonctionnement de l'application de notre source. Et au niveau du spectacle, on est sur quelque chose un show public. On reste sur un show public. On a besoin de montrer sa valeur. Autant dans un public, autant au juge qui est à chaque fois représenté. Et pour la Fontaine des Pleurs, le juge était censé être le duc de Bourgogne. On a besoin de montrer au pouvoir en place à quel point on est valeureux, à quel point on est bon. Donc, sur le combat, notre attitude au combat, forcément, on va la modifier. Forcément, on va essayer, on va avoir une gestuelle, une attitude, une approche du combat
où on va chercher à être propre, où on va chercher à avoir des beaux gestes, on va chercher à montrer notre force. Et on ne va pas du tout être sur un sparring ultra violent où on est sale mais on gagne. Et même chose, le besoin social de l'activité. En gros, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que c'est aussi un moyen de se faire des copains. Ce genre de choses-là. Souvent, un truc où on insiste beaucoup dans les chroniques, c'est à la fin du combat, touchez-vous et embrassez-vous. C'est une façon qu'ont les chevaliers de se rencontrer. On s'est bien mis dessus, on s'est bien tapé sur la gueule. Maintenant, on est des bons copains. Et on peut... maintenant, tu vas pouvoir m'inviter chez toi, je vais pouvoir m'inviter chez toi. On peut se faire inviter lors de grands événements. On peut élargir son réseau et ainsi élargir sa renommée et se faire inviter chez un tel, chez un tel. C'est comme ça que Jacques Delalin s'est fait inviter en Espagne, parce que via l'épée d'armes, il avait agrandi sa renommée, il s'est fait inviter à la cour du roi d'Espagne. Donc l'activité et le combat à la hache sont aussi un besoin social. Ce qui fait que le gars en face de moi, je ne vais pas le dépouiller, je ne vais pas lui détruire sa gueule. Les règles aussi me disent qu'on n'est pas forcément toujours sur des armes égales. Des fois le matériel change. Les règles changent aussi. Il n'y a pas un seul type de règle. Suivant les pas d'armes, la personne qui fait le pas propose ses règles. Et donc on peut accepter des haches à tranchant face à une hache noble à marteau. Donc au niveau du combat, c'est bien de savoir qu'on n'est pas forcément sur un modèle d'affrontement en miroir. À la Fontaine-Gepler, Jacques Delalin, parfois, se sentait la motivation d'enlever une pièce d'armure, d'enlever la visière du bassinet. Et au fur et à mesure des combats, il enlevait une protection de jambe. On était sur un déséquilibre de matériel, sur un déséquilibre d'armement. On n'est plus du tout sur un combat en miroir. Et la stratégie, comment aborder mon combat, en quoi je peux, la connaissance de ces documents-là, me faire influencer mon combat. Et influencer mon approche du combat à la hache, c'est le fait de montrer sa valeur autrement qu'en comptant les points. Ce qu'on trouve très présent dans la chronique, c'est le fait de ne pas reculer, le fait de ne pas démarcher. On avance sur l'autre. Comment savoir qui a gagné un combat si on ne compte pas les points? C'est une domination physique. Quelque chose qu'on retrouve beaucoup au Moyen-Âge dans diverses sources, c'est comment on montre une domination physique. Avancer sur l'autre. Et surtout, et ne pas montrer qu'on est secoué quand on prend des coups. Quelque chose qu'on montre beaucoup, c'est savoir recevoir les coups sans montrer qu'on est assommé et avancer sur l'autre. Quelqu'un qui chancelle quand il prend un coup de hache et qui recule, clairement, il est physiquement dominé. Et donc ça, on peut le percevoir. Donc, même si on ne compte pas les points, on sait très bien qui domine l'autre. Donc, quand je restitue mon combat à la hache, je prends ça en compte. Je ne suis pas sur une fuite où je cherche à toucher à tout prix en fuyant. Je suis sur quelque chose où j'ai besoin d'avancer sur l'autre, j'ai besoin de le dominer physiquement. Et donc, avoir la connaissance de ces chroniques et de cette stratégie, finalement, ça influence beaucoup la façon dont je restitue l'art à partir de mon manuel. L'épée longue et les confréries. Ce que je disais, dans beaucoup de manuels d'épée longue, on n'a pas le contexte d'application. Et on ne sait pas jusqu'où continuer. Est-ce que le Cluny, est-ce que ce coup-là, est-ce qu'on est sur un duel, est-ce que là, l'a incapacité, et le combat est fini, et est-ce qu'il est mort, est-ce qu'on est sur un jeu, on est sur quoi? On a des documents sur la pratique de l'épée longue dans les confréries, sur une pratique qui est sociale, une pratique de loisir. De loisir.
c'est assez complexe à définir. Mais on a des détails sur des règlements d'affrontements amicaux à l'épée longue. Donc, il faut sortir de cette idée de on a une épée longue, forcément, on restitue du duel, et donc on est sur des matchs à mort. Et donc, on a des règlements, et on sait ce qui se passait dans les Fechtschulaven. Je vais vous donner 2-3 détails. Je sais où je suis. On sait qu'ils avaient du matériel sécurisé. On sait qu'ils sécurisaient la pointe de leurs armes. On le voit un petit peu sur le rapier en haut. Et on sait surtout que toute cette pratique-là interdisait la blessure et pénalisait la blessure. Il y avait très peu de protection, mais les règlements nous disent clairement qu'on pénalise et qu'on fait payer une amende à quelqu'un qui ferait saigner, blesserait ou ferait un bleu à quelqu'un, sur la tête, sur le corps. Sur le truc de faire payer justement une amende à une faiblesse, c'est sur une période précise ou quasiment sur toute confrérie? Pour moi, c'est un truc qu'on retrouve sur une large période dans les confréries. On n'a pas le règlement de toutes les confréries. On sait que les confréries, les premières traces, on a à partir de 1360 peut-être, jusqu'en 1600, 1700. Les confréries, après ça, ont continué d'exister, mais sur une large période historique, on retrouve à peu près les mêmes règlements. Le règlement intérieur des salles, par exemple, c'est les règlements intérieurs des salles qui définissent combien on paye si on ne respecte pas les règles. Et ça, on le retrouve à des périodes historiques assez écartées, assez éloignées. À mettre en relation avec la paix civile dans les villes et dans une civilisation on va dire un changement de société qui fait qu'on se met de plus en plus dans les villes avec des guildes d'artisans, des choses comme ça qui se regroupent, et du coup il faut garder cette sphère-là sociale sous un certain ordre. Est-ce que ce genre de pratique, le fait de faire payer les gens qui se blessent, parce que ça évite les vendettas des uns contre les autres, parce qu'un tel m'a blessé, du coup je vais aller me venger ou d'autres choses comme ça? Sur la raison de pourquoi on applique ce règlement-là, je ne peux pas vraiment aller plus loin. Simplement, moi... Excuse-moi, l'amende, c'est ça Entre autres, est-ce que ça fait partie de... L'amende, c'est la sécurité sociale. Oui, c'est ça. Tu as fait du jeu, tu l'as blessé, c'est l'assurance. Après voilà, c'est quoi quelqu'un qui travaille de ses mains, si on lui met une grosse touche sur les mains, on ne peut pas se permettre de cadrer le fait, entre guillemets, de blessure, et que ça ne sorte pas de la salle où tu l'as fait cheveux, et que dehors, ce ne soit pas le bordel à cause de ça, entre guillemets. Non, en fait, tu vas avoir, si le cas est un peu plus grave, la justice s'en met. D'accord. Et donc l'homicide total, c'est l'homicide. Un accident, on en a un à Angers, on en a un à Angers au 16e, où un débutant tue un avancé parce qu'il se prend l'épée dans l'œil. Il y a homicide, donc il y a jugement, et donc il y a l'aide de l'homicide. Et il y a un an, quand même. Et donc, cette information-là, elle me donne des informations sur la vitesse et l'intensité que je peux pratiquer, à laquelle je peux pratiquer mon escrime, à la vitesse à laquelle je peux restituer mon art de l'épée. La façon dont on peut voir des gens se parer avec des protections sous protection, pleine vitesse, pleine intensité, à quel point ça colle. C'est pénible ça. Si je pense restituer une escrime de jeu, une escrime d'école, là j'ai des informations sur la vitesse et l'intensité que je peux pratiquer. Si je veux éviter la blessure, si je veux jouer la touche, toucher quand même sans blesser l'autre, ça m'interroge quand même. On a des choses aussi intéressantes sur un travail aussi qui n'est pas en miroir. Souvent moi j'observe des gens qui travaillent l'escrime en miroir. On a un texte qui nous dit que
qu'on est dans un système où on trouve en gros un attaquant et un défenseur. Et qu'en cas de double touche, le défenseur marque un point mais pas l'attaquant. On est sur au niveau des règles, on n'est plus tous sur un combat en miroir. L'un peut se permettre des choses et pas l'autre. Ça aussi, ça interroge sur notre façon de pratiquer. Donc ça aussi, avoir connaissance de ça peut me faire modifier ma pratique de sparring. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des règlements. Ils sont disponibles, on les connaît. Il y a des systèmes qui encouragent la touche la plus haute. Sur de la rapière, des fois le gagnant c'est celui qui met la touche la plus proche du cœur. On est sur des fois des affrontements en 3 coups, en 3 venues, en 3 coups valides, en 3 coups validés. On a les afterblows aussi, système d'afterblow qu'on trouve dans ces règlements-là, qui nous disent en gros que c'est un système de venue. Je viens, je fais ma touche proprement, je ressors. C'est comptabilisé comme une venue valide. Et je peux en faire 3, 4 ou 5 suivant les règlements. Simplement, si je viens, je touche, et l'autre me touche, c'est pas un système de points, on la rejoue. Il a invalidé ma venue, et donc on la refait. On trouve ça dans les règlements. Je pense qu'on réfléchit beaucoup à créer des règlements modernes, des règlements historiques, on en connaît. Et il y en a. Et ils sont disponibles en ligne, et ça fait des années qu'ils sont disponibles en ligne. Enfin, en ligne, mais qui sont disponibles, et que les chercheurs les connaissent, et que les chercheurs français les connaissent. Au départ, je pensais que les Max Ruder, c'était beaucoup de sources en allemand qui m'étaient inaccessibles. Sur Gallica, sur la BNF, on a tout ça. C'est disponible. Sur mon site internet, on a tout ça. C'est disponible. Et donc, en quoi ça influence notre pratique? Ma source m'interroge, donc ma source m'interroge, je vais chercher des réponses dans les sources secondaires, et en allant chercher des réponses dans la source secondaire, je me pose de nouvelles questions, parce que je trouve des choses qui me heurtent aussi, et qui m'interrogent sur ma restitution aussi. Je ne m'attendais pas à trouver ça, je ne vais pas chercher ça, seulement je trouve des choses, et ça m'interroge. L'image que j'ai mis, le pugilisme anglais, combat à main nue sans gants. Intensité durée. Intensité durée, pourquoi? Le match Humphrey-Mendoza, on parle de 72 rounds, avec 70 allées au sol. Des combats qui durent plusieurs heures. Il n'y a pas de règlement spécifiquement défini, des combats qui durent plusieurs heures avec de multiples allées au sol. Tout à l'heure, je vous parlais de vidéos. En quoi la vidéo peut nous être utile? On a des vidéos sur les derniers duels qui ont été pratiqués en France. On a les traces écrites sur les derniers duels qui ont été pratiqués en France. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent par exemple que les deux personnes sont tenues à distance, on joue un petit peu, pendant 1h30, et qu'au bout d'une heure et demie, elles ont été séparées 3 fois, il ne s'est pas passé grand-chose, on arrête là, on arrête là, c'est réglé. Elles se sont battues 1h30, et elles n'ont pas pris le risque, le risque de se faire toucher. Quand on est face à une arme réelle qui peut nous tuer, la prise de risque, on a posé tout à l'heure pour les armes tranchantes. Qu'est-ce qu'on se permet de faire? À quel point on se permet de se rentrer dedans? L'intensité et la prise de risque qu'on se permet interrogent. Et donc, quand on parle de combat d'1h30, on parle en duel. Quand on parle de combat à main nue plusieurs heures, c'est les risques que je prends, l'engagement physique que je donne. Nous, la plupart du temps, on spar, dans nos sparring, on est sur 5 minutes, full puissance, full vitesse. Quand je vois des choses comme ça, moi je me dis des notions fortes qui sortent de ça, c'est savoir gérer dans la durée un combat, savoir gérer son énergie sur du temps, savoir gérer un stress
Le stress de se faire toucher, le stress de se faire tuer pendant 1h30. Pendant 1h30, se dire si je fais un mauvais mouvement, l'autre il m'empale. Donc ça, c'est des choses qui peuvent et qui pour moi doivent influencer, doivent au moins créer une réflexion sur la pratique qu'on restitue et doivent influencer, si possible, notre pratique. La prise de risque, est-ce que le fait de se rentrer dedans plein pot, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ce qu'on restitue a un sens? Questionnement issu de notre façon de pratiquer. Est-ce qu'on pratique réellement ce qu'il y a dans nos sources? Je vais parler de 2 cas. J'ai mis Fior, j'ai mis un coup de pied chez Fior. Les gens qui pratiquent les bélongues de Fior, est-ce qu'ils voient de temps en temps sortir en sparring un coup de pied? Est-ce que quelqu'un a déjà vu sortir des coups de pied en sparring chez Fior? T'en as donné un petit peu. J'en vois très rarement sortir. Et c'est là que je vais arriver à une remarque, à une observation personnelle. C'est que pour moi, c'est comment on pense notre pratique, comment on restitue notre pratique et en quoi la façon dont on conçoit notre pratique influence notre restitution. Je pense que bien souvent, on considère notre pratique comme une escrime. Et on veut gagner un affrontement en touchant l'autre avec la pointe de son épée. Est-ce que ça c'est vraiment est-ce que ça c'est vraiment historique? Est-ce que en réfléchissant comme ça, on n'oublie pas une grosse partie des sources? La deuxième image, elle montre une saisie de casque. Clairement, j'ai donné un atelier à Lyon sur le couteau, sur le Skrama Sax, chez les Vikings. Et l'observation que j'ai sur mes pratiquants, c'est qu'ils veulent rentrer le bout pointu dans le gars en face, et que tout ce qui est travail de lutte, ce que j'ai fait travailler ce matin en DAG, tout ce qui est travail d'aller saisir l'autre, on l'oublie. Je leur fais travailler, je dis regardez, il y a ça d'intéressant, mais non, on est sur j'ai mon bout pointu et je veux le rentrer dans l'autre. C'est comme ça que je gagnerai sur lui. C'est pas en allant lutter, c'est pas. On a une arme, donc on est sur une escrime, et je veux dominer en faisant un beau geste avec mon arme et pour venir le toucher. Je pense que quand on conçoit notre activité comme une escrime et on veut gagner d'une certaine façon, ça restreint finalement ce qu'on se permet de faire. Seconde chose, j'ai montré aussi du combat à la ceinture, du combat plutôt paysan des classes populaires, d'après des sources secondaires qui nous disaient les deux personnes ont un couteau, et elles sont attachées toutes les deux, ceinture contre ceinture. Donc les nombrils se touchent, elles ont toutes les deux un couteau, et donc ça commence là. J'ai essayé ça, j'ai des pratiquants, et je leur ai demandé de s'interroger et de chercher, d'expérimenter la situation. À partir de cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut, quels gestes sortent naturellement? Et il y a une réponse qui est sortie. On me dit, cette pratique-là, c'est vraiment, c'est le plus fort qui gagne. C'est qu'une question de force. Le plus fort réussit à déplacer le bras de l'autre et à passer à travers. Et la domination physique et la puissance musculaire font que c'est le plus fort qui arrive à rentrer dans l'autre. Parce qu'il pensait, on est dans cette situation-là et je veux rentrer mon arme dans l'autre. Et il n'y a que comme ça que je peux gagner sur lui. Je lui dis, ben non. Moi, j'ai un travail, d'abord, je cherche à me défaire de la saisie, et puis je peux sortir de ma saisie. Je peux aller chercher peut-être un déséquilibre, je peux aller chercher des choses comme ça. On avait vu dans le taille aussi l'avant-bras du gars qui Voilà. me tient, parce que j'ai un bout de couteau qui dépasse, je peux venir lui cisailler un peu l'avant du poignet. Tout un travail de lutte, tout un travail de sortir, mais les gens avaient cette conception et cette focalisation de je veux faire un beau geste avec mon arme et je veux blesser l'autre et je veux gagner comme ça. Et donc, en réfléchissant notre activité comme une escrime, il y a beaucoup de choses qu'on se prive de faire. Et même dans notre réflexion, on tire des conclusions parce qu'on pense notre activité comme ça. On tire la conclusion que
Il n'y a pas de possibilité technique, c'est juste le plus fort, qu'à un bout d'un moment, il arrive à passer tout droit, parce que... Tac. Et par là, voilà, la représentation qu'on se fait de l'activité, comment on se représente l'activité, la représentation qu'on a de ce qu'on fait peut influencer la restitution dans un reçu historique, peut limiter notre champ de recherche. Et il y a aussi le passif qu'on a. Dans cette situation de lutte au couteau, si j'avais eu des gens qui ont un passif d'escrime, des gens qui ont un passif de lutte, des gens qui ont un passif différent, j'aurais peut-être pu avoir des réponses différentes. Il faut prendre en compte le passif qu'on a et à quel point on tire des conclusions par rapport à ce qu'on a fait avant. Si on a fait de la lutte avant, on réfléchit comme un lutteur, on réfléchit à aller saisir l'autre, on réfléchit à agripper, on réfléchit à jouer sur son corps. Seulement, si on a fait que de l'escrime avant, des choses comme ça, aller jouer sur le corps de l'autre, aller le mettre en difficulté, en déséquilibre, ce que j'ai montré ce matin à la dague, aller le mettre dans des situations de faiblesse, on n'a pas le réflexe de le faire, on ne va même pas penser qu'il faut qu'on creuse dans ce sens-là. On va réfléchir à la pratique d'après notre passif, d'après les outils d'analyse et de comment on conçoit les choses. Et le problème, c'est que l'activité MHE, on analyse des choses et on tire des conclusions. Seulement les conclusions qu'on tire et l'analyse qu'on en fait. L'analyse n'est faite qu'à partir des outils qu'on a, des outils d'analyse qu'on a et du passif qu'on a. Et donc il faut prendre en compte quel passif j'ai, quelle chose je connais et à quel point les conclusions que je vais donner vont être influencées par mon passif. Est-ce qu'il ne me manque pas de l'expérience sur certaines choses pour me permettre de tirer des conclusions. Je pense qu'il faut au moins qu'on ait ce recul-là par rapport à ce qu'on fait. Quand on n'est que dans une optique qu'on ne connaît peut-être qu'un manuel, il y a des gens qui ne travaillent que sur un manuel, que sur du VADI et sur rien d'autre et qui n'ont rien été voir d'autre. À quel point on n'est que sur, on n'a qu'une seule approche et on n'a qu'une seule vision de sa source. À quel point connaître autre chose peut ouvrir les possibilités. Au final, qu'essaie-t-on de recréer? C'est ça que ça interroge. On a une source. Est-ce que le fait de s'entraîner à ces techniques de combat et de sparer avec simplement les techniques qu'on a dans notre manuel, est-ce qu'on restitue en faisant ça une technique historique? Est-ce que en créant des règlements de tournoi, est-ce qu'on est toujours dans la restitution d'une escrime historique? Qu'est-ce qu'on veut? Enfin, qu'est-on envie de recréer aussi? Est-ce qu'on veut recréer le jeu historique tel qu'il était, tel qu'il était pratiqué dans les Fechschulen, à partir du règlement? Est-ce qu'on a besoin d'adapter ces règlements aux contraintes modernes de sécurité? Forcément, on ne peut pas restituer certaines choses. Le combat à la hache en armure, on ne peut pas le restituer tel qu'il était. Simplement, on peut prendre en compte le contexte, les contraintes, comprendre les contraintes, comprendre les influences qu'on trouve dans ces sources secondaires, et on peut adapter notre façon de se parer et de combattre à ces contraintes. À quel point on veut créer un sport moderne d'opposition, voilà, en modifiant si possible les techniques historiques qui sont dans le manuel. Je ne suis pas du tout sur un jugement de valeur, c'est une question ouverte, il n'y a pas de bonne réponse, simplement pour rendre une technique, pour que notre pratique, on puisse se vanter que ce soit une pratique historique. Pour moi, il faut aller prendre en compte ces sources secondaires
ces données contextuelles, toutes ces informations, et après les adapter, avoir un retour et modifier sa façon de combattre, modifier sa façon de se parer en prenant en compte ces facteurs-là. Pas simplement en avoir conscience et continuer à jouer. On peut jouer, enfin, c'est agréable de jouer, de se parer à pleine puissance, full vitesse, on transpire bien, on est content, on s'est donné une activité moderne, sportive, avec des dépenses énergétiques, c'est chouette, j'apprécie faire ça. Est-ce qu'on peut la conserver et en même temps à côté se trouver des systèmes qui prennent en compte les contraintes d'une escrime historique? Qu'est-ce qu'on veut réellement faire? Qu'est-ce qu'on recrée? Qu'est-ce qu'on restitue quand on se bat? Est-ce qu'on restitue vraiment l'escrime historique? Ou est-ce qu'on a... est-ce qu'il nous manque des éléments? Est-ce qu'on a besoin d'aller creuser plus loin? Est-ce que vous êtes tous sûrs de savoir le cadre d'application de vos manuels? Est-ce que vous êtes sur des celles défense? Ou est-ce que votre manuel n'est pas simplement une compilation technique, un catalogue de techniques qui font référence à de la défense, à du duel, à du jeu? Eh bien, merci de m'avoir écouté jusqu'à là. J'espère que... L'exercice de la première conférence est assez stressant, assez difficile. D'autant plus que j'amène beaucoup d'éléments. Je parle de beaucoup de choses différentes. Je ne suis pas rentré dans les détails, ça aurait pu prendre des plombes de toutes les informations qu'on a sur toutes les informations secondaires qu'on a. Il faut se rendre compte que au niveau source, au niveau livre de combat, le volume représente peut-être ça. Actuellement, des sources secondaires, on connaît à peu près ça, mais on sait qu'il y a ça. Et on sait qu'on peut creuser encore dans les archives, dans les choses comme ça. Les règlements de salle d'armes, pour la pratique historique de l'épée longue, les règlements de salle d'armes, on les trouve dans les archives, dans les actes notariés, parce que c'était signé par notaire. Et donc c'est dans les livres de notaire qu'on trouve des informations comme ça, sur les règlements de salle d'armes. On n'a pas encore trop pris le temps d'aller creuser plus loin dans les archives. C'est un travail très long qui ne donne que des indices sur les choses comme ça. Mais pour moi, pour restituer une escrime historique, c'est tous ces indices-là qui vont faire qu'on va pouvoir restituer quelque chose de correct et historique. J'espère vous avoir convaincu d'aller chercher plus loin sur ça. Les informations, vous n'avez pas forcément besoin, vous, de passer votre vie sur Internet, d'aller les chercher. Il y a des gens qui vont les chercher pour vous et qui les rendent disponibles. Des gens comme moi, des gens sympas. Des gens qui ont des cartes de visite en plus. Des gens qui ont des cartes de visite. Je vous fais un petit point vite fait, je vais raconter un peu ma vie. J'ai commencé les AMHE tout seul. On m'a jamais appris. On m'a dit les AMHE c'est ça, il y a des sources. À partir de la source, il faut restituer une escrime historique. Ok. Je n'ai aucune maîtrise des langues. Je ne sais pas trop ce qui a été fait avant moi, et je suis un peu curieux, j'ai un peu envie d'aller sur des secteurs, je ne sais pas ce qui a été fait. Donc j'ai commencé, je me suis dit, à mon petit niveau, je ne vais pas aller chercher des vieux textes, à mon petit niveau, je vais prendre quelque chose que quelqu'un n'a pas exploré, je n'avais pas envie de faire un travail en double. J'ai trouvé chez mon libraire un bouquin, Les récits de la table ronde. Tout un tas de textes relatifs au chevalier de la table ronde, sur une large période, et j'ai dit, je vais référencer tout ça. J'ai commencé à référencer ces techniques citées dans des contes, dans des fables. Et au bout d'un moment, je me suis arrêté, je me suis dit, mais je suis sûr que quelqu'un a déjà fait ça. Que quelqu'un, je sais pas, un Olivier Dupuis ou un truc comme ça. Je suis sûr que quelqu'un a ça sur son disque dur. Je suis en train de faire un travail en double. Seulement, c'est sur son disque dur. C'est sur son disque dur. Je ne peux pas savoir si ça a déjà été fait. Donc moi, j'ai l'impression de perdre du temps. En plus, s'il l'a fait mieux que moi, ça ne sert à rien, j'insiste. J'ai créé un site internet pour rendre disponible, dire j'ai travaillé sur ça. C'est pas pour en faire un travail exemplaire, simplement pour dire j'ai travaillé sur ça, c'est disponible. Ça peut être le point de départ de quelqu'un qui veut commencer un travail là-dessus. Et aussi quand je trouvais des informations, et que j'en parlais aux gens, je disais ah, il y a telle source, j'ai trouvé telle chose qui fait référence à ça.
je sais plus où je l'ai trouvé, j'ai vu ça il y a 15 jours, et je ne peux pas le renvoyer, vérifier la source. Quand on échange entre nous sur des choses qu'on a lues, on fait référence à ces sources historiques. Si la personne à qui j'en cause n'a pas la possibilité de vérifier ce que j'ai avancé, ça peut très bien être n'importe quoi. En plus, ça peut être un souvenir déformé de ce que j'en ai. Donc pour moi, c'est important de pouvoir envoyer les gens voir le document. Et pour moi, quand on argumente, quand on parle des Festschulden, quand on parle du cadre d'application des Pelong, par exemple, sur des réseaux sociaux, sur des groupes de discussion sur Facebook, quand on dit oui, mais la réalité de la pratique, c'est ça, on peut en parler pendant des plombes. Au bout d'un moment, il faut être capable de dire la source, elle est là, va la lire. On peut discuter de l'interprétation qu'on en fait, mais au bout d'un moment, il faut poser les sources sur la table. Il faut qu'elles soient disponibles, que les gens y aient accès, qu'on ne soit pas simplement sur. Donc, ma problématique a été là. C'est pour ça que j'ai créé un site pour pouvoir rediriger les gens et pour pouvoir dire j'ai commencé tel travail, c'est disponible ici, allez voir et après on en discute. Ou simplement, j'ai fait un gros travail de compilation sur le pugilat, sur les textes relatifs au pugilat. T'as envie de travailler ça? Recommence pas de zéro, prends ça et puis vas-y quoi. Rajoute des trucs par-dessus, commence à partir de là. C'est pour ça que je me suis créé, c'est pour ça que je me suis créé un site. Il y a beaucoup de choses sur les sources secondaires, des compilations sur l'iconographie, sur tout un tas d'armes différentes. Sur votre arme, il y aura forcément quelque chose. À part si vous faites de la rapière, ça ne m'intéresse pas la rapière. Ça viendra. D'ici 2-3 ans, je suis sûr qu'il y aura des documents sur la rapière. Donc n'hésitez pas à prendre une petite carte. Et merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a enrichi et que ça vous a apporté une réflexion personnelle sur votre pratique. Et si vous avez des questions, si vous avez des trucs à remettre en cause, je suis ouvert à la discussion. Merci à vous.